est-ce qu'un pervers narcissique peut avoir de la culpabilité? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Est-ce que ton Gérard, pervers narcissique, se réveille la nuit en sueur en se disant « J'ai fait du mal à ma femme, je regrette ». Est-ce que Ingrid, ta perverse narcissique, se dit parfois « Tiens, j'ai pas été une chic femme quand même là-dedans, j'ai pas été très sympa, j'ai bousillé sa vie ». Et tu t'es posé cette question probablement des centaines de fois. Est-ce qu'il y a un être humain derrière cette carapace? Est-ce qu'il y a du regret? Est-ce qu'il y a des remords? Est-ce que, vu ce que je souffre aujourd'hui, l'autre en face en a un tout petit peu conscience? Et la réflexion de cette vidéo vient de ce week-end dernier, où avec quelques amis, victimes aussi, de personnes perverses narcissiques, on réalise que parfois, il y a eu un doute en face. Par exemple, cette personne perverse a pleuré, comme si elle ressentait quelque chose. Ou encore, elle a avoué avoir un problème. Est-ce que ce n'est pas le signe que les pervers narcissiques sont conscients de ce qu'ils vivent, de leurs démons en eux, mais qu'ils le cachent, qu'ils ne veulent pas se l'admettre? Est-ce qu'ils vivent avec cette culpabilité d'être des diables et de faire le mal autour d'eux, ou est-ce qu'ils en sont à peine conscients, voire même pas du tout? Si tu es resté aussi longtemps dans cette relation, c'est probablement que tu avais l'espoir que ça change. Tu t'es dit, il est capable de changer, elle est capable de modifier son comportement. Et puis malheureusement, ça ne l'a pas fait. Bien évidemment que cette question est légitime aujourd'hui. Des doutes, de la culpabilité, des regrets, des remords. Parce que si oui, si cette personne est capable de ressentir des regrets, c'est le signe que tu souffres, mais pas pour rien. L'autre en face souffre à peu près également aussi. Comme dans une cour de récréation, la petite fille va mettre un coup de pied au petit garçon, le petit garçon va tirer ses cheveux. J'ai eu mal, je veux que tu comprennes ce que ça fait, je te fais mal aussi. Cette relation perverse t'a fait du mal, et oui, c'est ça le vrai terme, n'ayons pas honte de le dire, ça ferait du bien que l'autre ait mal aussi, que dans sa conscience, il se passe quelque chose pour qu'il souffre également tout autant que j'ai souffert. Même si c'était à moindre échelle, qu'il souffre un peu moins que moi, mais qu'il y ait quand même cette notion de souffrance en face pour que j'ai pas souffert seul là-dedans. C'est le principe de l'empathie. Je souffre, alors souffre un peu aussi, parce qu'on est des humains. Parce que sinon, ça signifierait qu'une personne perverse est un animal froid, un prédateur. Le fait que l'autre en face ait de remords, ce serait aussi le signe qu'il y a eu un peu d'amour là-dedans, que ça a compté pour quelque chose, que cette relation amoureuse était réelle. On a eu des émotions, tous les deux, positives et négatives, l'un pour l'autre. Parce que s'il n'y a pas de culpabilité en face, c'est là que ça devient compliqué. Ça signifie que je suis victime. Et ça déjà, c'est une étiquette qui n'est pas évidente à se mettre sur la tête. Je dois accepter d'avoir été victime. Et même allons plus loin que ça, je dois aussi accepter d'avoir été berné, de ne pas avoir su comprendre à qui j'avais affaire. Ça signifierait aussi qu'il n'y a jamais eu d'amour, que j'ai été crédule, qu'on s'est moqué de moi. Mais de manière assez antinomique, si jamais il n'y a pas de sentiment, pas d'émotion, pas de remords, pas de souffrance en face de toi, alors ça signifie aussi que je peux partir. C'est aussi une libération. Ça fait mal de l'entendre, mais c'est aussi ce qui me permet de passer à autre chose. Il n'y a jamais eu d'amour. Ça ne changera jamais. Cette personne en face de moi fera vivre à la prochaine personne dans son couple exactement les mêmes souffrances. Alors est-ce que chez Gérard, est-ce que chez Ingrid, il y a eu conscience de ce qui s'est passé? Conscience de tout le mal qu'il a fait? Avant qu'on en parle, si tu le souhaites, abonne-toi à cette chaîne. Il y a aussi un quiz en dessous qui s'appelle « Est-ce que cette personne est perverse, narcissique ou pas ?» C'est le quiz mondial officiel, à peu près 22 ou 25 questions. Ça se fait en moins de 2 minutes et tu as ta réponse juste après. J'ai déjà un début de bonne nouvelle. Cette personne sait qu'il t'a menti. Il sait aussi qu'il t'a manipulé et il sait qu'il a été dur avec toi. Il est conscient de ça. Il a une conscience intellectuelle. Si jamais il était honnête, il pourrait dire oui, je réalise, je sais que je me suis comporté comme une pourriture avec cette personne. Mais, parce qu'il y a un mais, c'est la deuxième partie qui va moins nous arranger. Il n'y a pas de conscience au niveau des émotions. En gros, il ne ressent pas le mal qu'il t'a fait. Et ça change tout. Toutes les études montrent qu'il y a une difficulté à prendre conscience que tu es une personne séparée. La perception de l'autre est compliquée.
Souvent, ils te voient comme une espèce d'extension d'eux-mêmes. Toi, dans ta tête, c'est simple. Je suis un humain, t'es un humain, on est deux humains différents. Tu l'as bien compris. Chez eux, c'est plus complexe que ça. Il n'y a pas de limite claire, délimitée entre eux et toi. Vous êtes un seul et même organisme. Et ça vient notamment du phénomène de séparation et d'individuation dont on parle dans un instant. Donc, la conscience émotionnelle de l'autre, de ce que tu vis, de ce que tu ressens, n'est pas très claire dans leur tête. Ils ne ressentent pas, typiquement, le mal qu'ils te font. Ce qu'ils peuvent ressentir va être très égocentrique, très narcissique. C'est une gêne temporaire. Alors, les scientifiques n'arrivent pas à estimer combien de secondes ou combien de dixièmes de seconde ils peuvent ressentir une toute petite gêne, mais en gros, le temps d'un claquement de doigts, d'un clignement d'œil, et ils sont déjà passés à la suite. La gêne est extrêmement temporaire. Donc, c'est pas une culpabilité comme toi tu la connais, parce que une culpabilité réelle, celle que toi tu as par exemple, tu vas déjeuner avec ta meilleure amie, tu lui fais une mauvaise blague, elle le prend mal. Toi dans ta tête c'était super drôle, au moment où tu répétais cette blague, tu l'as dit, ça lui fait de la peine, patatras. Elle a de la peine, tu le comprends, tu peux quasiment ressentir ce qu'elle ressent, tu t'excuses, tu progresses, tu ne diras plus de blagues sur ce sujet. En gros, c'est j'ai fait du mal à quelqu'un, tout ceci est de ma faute, je vais donc lui demander de m'excuser, de manière sincère, honnête. Excuse-moi, je t'ai fait du mal, veux-tu bien me pardonner, je ne le referai plus. La honte narcissique n'a rien à voir. C'est une douleur qui est tournée vers lui-même. C'est-à-dire qu'en gros, son image parfaite, créée, inventée, il a peur qu'elle soit écornée, qu'elle soit abîmée. Cette situation me met en danger. J'ai peur qu'on ne me voit pas aussi parfait que ce que j'ai inventé. J'ai peur que l'histoire que je raconte à tout le monde ne soit plus crue. Donc dans ce cas-là, il souffre réellement, son narcissisme est mis en danger, et une fois que cette honte est passée, souvent par la suite, il va attaquer ou fuir. Donc cette souffrance va générer chez lui de la défense ou de l'attaque, là où chez toi, elle va générer une demande de pardon. C'est très différent. Alors tu vas me dire Antoine, si j'ai bien compris, ils ne ressentent absolument rien, donc en gros, ce sont comme des psychopathes. Il y a une grosse différence. Le pervers narcissique sait qu'il t'a fait mal. Il ressent bel et bien quelque chose dans son corps, mais lorsqu'il va ressentir quelque chose dans son corps, ce n'est pas quand il t'a fait mal, ça n'a rien à voir, ce sera dans d'autres situations où son statut grandiose, où ses histoires inventées seront mises en péril. Donc dans ce cas-là, il va ressentir de la peine lui-même. À noter aussi quelque chose de différent, c'est que un psychopathe est créé comme ça par nature. On dit notamment que c'est au niveau de l'amygdale que ça se passerait mal. Il ne ressent rien ni pour les autres, ni pour lui. À sa naissance, le jour 1, il était créé comme ça. Là où un pervers narcissique a plus de chances de le devenir par des expériences d'enfance. On en reparle dans un instant. À ne pas confondre non plus avec quelqu'un qui serait hyposensible. On dit qu'on vit aujourd'hui dans une société qui ne ressent absolument plus rien. C'est quelqu'un qui a du mal, par exemple un homme, prenons un cliché, un homme qui a du mal à venir chercher ses propres émotions, ses propres sentiments. Il les a, mais de manière très faible. Une personne hypersensible aurait comme un radar qui serait mis beaucoup trop fort, qui ressentirait tout à fond dans son corps et chez les autres. Un hyposensible a le radar qui, au minimum, il a du mal à entendre les bruits internes, à savoir précisément où il en est, et le peu qu'il ressent, il sait à peine déterminer d'où est-ce que ça vient ou de quelles interactions qu'il a eues dernièrement avec des gens. Donc je récapitule, le pervers narcissique sait qu'il te fait mal, pour autant il ne ressent absolument rien, et ces seuls moments où il y aura ces émotions négatives qui vont arriver sera lorsque son scénario sera mis en péril. On dit souvent que pervers narcissique, c'est une coquille vide. Pense à une coquille d'œuf qui serait complètement vide dedans, ou à un ballon. Dedans, il n'y a que de l'air, il n'y a rien. On peut penser que c'est une insulte, qu'on se moque d'eux, ce n'est pas le cas. On pourrait penser que c'est une métaphore poétique. En réalité, c'est la description clinique qui leur correspond le mieux. Tu as quelqu'un qui a créé une immense armure, un immense scénario autour de lui, mais ça cache rien. À l'intérieur, il n'y a pas de fondation solide de sa personnalité, il n'y a pas de socle stable, il y a juste cette apparence créée de manière complètement illusoire. Il t'invente complètement une vie où il est parfait, où ça se passe bien, où il est le plus fort, où elle est la plus belle, où il est meilleur que tout le monde. La preuve en est qu'il a toujours besoin des autres autour de lui pour le glorifier. Si jamais il n'y a plus personne, il n'est plus personne. Pense à un acteur sur scène
face à une salle vide, il n'est pas acteur, il n'est pas humoriste. Il ne joue pas une pièce de théâtre. Il n'y a personne dans la salle. Il a besoin en permanence d'être admiré pour pouvoir survivre. Pour comprendre cette notion de remords ou de responsabilité, il faut comprendre d'où vient cette coquille qui a été créée pendant l'enfance. Elle n'a pas été créée du jour au lendemain. Et ce n'est même pas une question de gêne ou de malchance. Il y a un concept qui s'appelle le faux self. Le vrai self, c'est qui tu es. Le faux self, c'est l'image que tu crées. Peut-être, par exemple, que cette personne perverse, et je ne veux absolument pas créer de l'empathie chez toi, je veux juste te décrire ce qui s'est probablement créé, a grandi dans un environnement où il ne pouvait pas exprimer ce qu'il ressentait vraiment. Il a donc construit une façade. Tel que je suis, on ne m'aime pas, je vais m'inventer un personnage. Ça va être une version qui sera acceptable pour les autres, qui le fera briller, qui fera qu'on le voit enfin, et donc il montre quelque chose qu'on attend de lui. Au final, étant enfant, il n'a pas pu développer un vrai self, il n'a pas été accepté tel qu'il est. Il est devenu l'image qu'il a créée. Des parents normaux vont par exemple dire à leur enfant « Je suis là, exprime-toi, je t'accepte tel que tu es ». Et c'est normal de ressentir ce que tu ressens. Pour que l'enfance se passe bien, il faut donc que l'environnement ait la capacité de soutenir l'enfant même s'il est en détresse. On te soutient, on te fait pousser comme un arbre pourrait pousser, tu vas devenir fort, stable et tu vas t'affirmer. Ça n'a pas été le cas avec l'enfant qui va devenir pervers narcissique par la suite. Parce que peut-être que l'adulte n'est jamais là. Ou peut-être que l'adulte l'a dévalorisé. Ou peut-être que l'adulte ne l'a pas écouté. Ou encore que l'adulte était la source de la douleur de l'enfant. Il finit par construire un mur entre lui et ce qu'il ressent. Il ne doit rien ressentir. Il est complètement hermétique et il s'invente donc ce personnage. Mais ça peut être aussi dans d'autres cas de figure parce que ça ne se résume pas qu'à des parents froids. Au passage, je vous ai mis des liens en dessous de référence sur les frères jumeaux, où l'un peut devenir pervers narcissique, l'autre pas du tout. Un enfant qui aura peut-être un peu moins de sensibilité pourra probablement survivre à des parents délirants, là où l'enfant un peu plus sensible va créer ce mur délirant et finir par devenir pervers narcissique. Ça peut être aussi, donc on a dit tout à l'heure, des parents qui sont froids, absents, indifférents. Ça peut être également des parents qui sont trop admiratifs. Ça signifie en gros, on ne t'admire pas pour qui tu es, on t'admire pour des compétences que tu n'as pas. Donc l'enfant commence également à se créer un masque grandiose ou un masque délirant de qui il pense qu'il doit être. Ça peut être aussi un enfant qui est parentifié. Donc en gros, les parents n'arrivent pas à se gérer eux-mêmes et c'est l'enfant qui devient parent à la place des parents. Suivez-moi, ça va être plus simple dans un instant. Ça peut être aussi un traumatisme ponctuel, comme une humiliation profonde, un rejet ou encore un mauvais moment sans aucun adulte pour l'aider à traverser ceci. Donc toi, tu as l'impression de voir un homme ou une femme costaud, fier, avec plein de compétences, très à l'aise en public. La réalité est complètement différente. C'est une armure qui cache un vide absolu. Il n'a pas de personnalité du tout. Considère aussi bien une chose, on parle souvent de ressources narcissiques, comme on met de l'essence dans une voiture pour qu'elle avance. Il a toujours besoin qu'on l'admire, qu'on le regarde, parce qu'il devient juste ce masque, ce déguisement, cette carapace. Il n'est rien d'autre. Tant qu'on l'observe, tant qu'on le regarde pour cette apparence, tant que cette surface est admirée, ça va. Le jour où on ne le regarde plus, vu qu'il n'a pas de structure stable interne, il ne devient plus rien. Donc toi, par exemple, si je te dis que tu es génial, de venir sur cette chaîne, de mettre un like, de t'abonner à cette chaîne également, tu es beau, tu es belle, tu es génial, ça te suffit. Tu vas te dire, en plus, il me connaît pas, pourquoi est-ce qu'il me ça? Mais t'es quand même flatté, tu vois. Mais t'as pas un besoin maladif que je te répète ça toutes les heures, ou d'avoir une foule de gens autour de toi qui te le répètent. Je te le dis une fois, tu doutes un peu, peut-être que tu prends ce compliment de manière sereine, et ça te fera tes 15 jours. T'as pas besoin de beaucoup plus. Une personne qui est perverse, il faut qu'on lui répète tout le temps, en permanence, qu'il est génial, qu'il est chouette. Il faut qu'on l'admire, même s'il n'a absolument rien fait pour être admiré. Donc sa structure ne retient rien. Pense à un verre d'eau qui est percé. Seulement voilà, si tu réfléchis bien, il y a eu à un moment donné un doute de ta part. Tu as par exemple entendu une fois, de manière très rare, une phrase comme « J'ai peut-être été trop loin » ou encore « Je t'ai peut-être blessé » ou encore il téléphonait à un frère, une sœur et il a dit, tu l'as entendu au loin, il a dit « Je suis peut-être le problème » ou encore il a été voir un psychologue ou encore il t'a dit « Ok, je suis peut-être pervers narcissique ».
Et toi, tu t'es figé. Tu t'es dit, mais qu'est-ce que j'entends là? Il a conscience de quelque chose. Il n'est donc peut-être pas pervers narcissique, malgré le fait de le dire, parce qu'il arrive à réaliser qu'il est le problème de temps en temps. Or, dans les vidéos d'Antoine et sur toutes les autres, on dit toujours qu'il ne réalise absolument rien. Là, tu as eu un doute. Et même si 3 secondes après, il t'a attaqué, il t'a dit « c'est toi qui m'as poussé à faire ceci, c'est de ta faute », tu te dis « il l'a quand même dit ». Il y a quand même un début de conscience. Et si tu demandes à la plupart des gens qui sont victimes de pervers narcissiques, tu réaliseras que c'est arrivé de temps en temps. Si ta relation a duré 5 ans, c'est arrivé 1 fois ou 2. Mais suffisamment pour que tu t'en rappelles. Et là, il y a 2 cas de figure. Premier cas de figure, qui est peut-être le plus simple, c'est que c'est une phrase stratégique. Il sait très bien que lorsqu'il va avouer qu'il est le problème, lorsqu'il va aller voir un psy, quand il le dit au bon moment, il y aura 2 effets sur toi. Tout d'abord, tu vas te détendre, tu vas baisser ta garde. Je n'ai pas affaire à un animal, il sait le reconnaître. Ouf, je me sens mieux. Il sait aussi très bien que lui dire ça ne lui coûte absolument rien. Il va te dire qu'il va changer. En réalité, il ne changera rien. Il a juste dit une phrase. Toi, tu l'as tellement attendu que tu prends ça comme un mec assoiffé dans le désert qui a une goutte d'eau. Génial. Il y a donc une possibilité. Ça peut être aussi parfois un bouclier. Quand on parle de stratégie, le fait qu'il dise « je suis peut-être narcissique » t'empêche déjà de l'accuser de ça. Parce qu'il te l'a dit. C'est comme dans ces séries américaines policières. Le tueur dit « ouais, ben, si ça se trouve, je suis peut-être le tueur » en rigolant. Et là, les flics se disent, bah, s'il le dit, c'est qu'il l'est probablement pas. Mais il y a un deuxième cas qui est plus complexe. Cette personne perverse peut avoir un moment de fatigue extrême, peut aussi avoir un échec, se fait virer à son travail, perd une situation, perd un groupe d'amis, et tout d'un coup, ce masque se fissure. Il n'a pas assez d'air dedans pour le maintenir gonflé, son ballon, et ça se dégonfle. Il s'écrase. Et tout d'un coup, pendant quelques instants, tu vas avoir accès au vide de l'intérieur, à son vrai self qui est quasiment inexistant. Le souci étant que ce passage de lucidité est insupportable à tenir, il ne peut pas continuer dedans, il n'y arriverait pas, il n'existe pas de vrai self en lui. Ça signifie que ce n'est pas intégré même s'il le dit, puis ça va disparaître, il va vite repasser à autre chose. En plus, comme il t'a laissé voir l'envers du décor, comme maintenant tu sais la vérité, tu deviens une menace à ses yeux. Et donc, il va te dévaloriser, puis t'attaquer, puis tenter de te détruire. Donc garde en tête que, qu'on soit dans le cas 1 ou le cas 2, ce n'est pas un signal qu'il va changer. Un homme qui se noie peut parfois lever la tête au-dessus de l'eau. C'est pas pour autant le signe qu'il sait nager. Plus surprenant, t'as peut-être aussi vu cette personne perverse pleurer. Pense bien une chose, si tu as compris le déroulé de cette vidéo, c'est qu'il ne pleurera pas pour toi, il va pleurer pour lui, parce que son image est détruite, ou parce que ce sera une stratégie. Donc il peut pleurer vraiment, il a perdu son travail, son statut, quelque chose qui était important pour lui, et son image s'effondre. Et là, il pleure réellement. Attention, ça va être temporaire, il va vite reprendre le dessus par la suite. Ce sont des larmes réelles, c'est pas du cinéma. Mais il peut aussi faire du cinéma. Il peut aussi instrumentaliser un pleur. Comme par exemple, tu t'apprêtes à partir, tu ne veux pas revenir dans sa vie, ou encore, il va pleurer devant des témoins qui vont pouvoir venir te dire par la suite « oui, mais Gérard, il a pleuré quand même !» Et si jamais il pleure, tu peux lui poser les questions suivantes. Est-ce que tu pleures à cause de ce que tu m'as fait à moi, ou à cause de ce qui t'arrive à toi aujourd'hui? En deuxième test, tu peux aussi observer combien de temps vont durer ces larmes. En général, quand quelqu'un pleure, son état négatif dure pendant quelques temps. Là, bizarrement, 3 secondes après, tout est séché et ça repart. Observe aussi ce qui se passe quelques jours après ces pleurs. Si jamais on pleure en général, c'est qu'on va changer quelque chose dans sa vie par la suite. Je pleure parce qu'on se dispute beaucoup, parce qu'il y a un problème, je vais tenter de résoudre ça ensuite. Lui, pas. Il n'y a rien qui change. Ça revient exactement comme avant. Autre test à observer. Est-ce que lorsqu'il pleure, c'est pas toujours devant ces mêmes personnes, ces mêmes témoins, qui sont susceptibles de me rapporter ceci par la suite? Tu es donc face à une personne qui a construit un théâtre gigantesque, mais qui est vide. Tu es face à ce décor de Friends, c'est-à-dire que les éléments font comme si c'était un vrai appartement, une vraie maison. Mais parce que tu n'es pas dupe, tu sais très bien que si on va
Derrière ces portes, il y a rien. C'est un montage, on a posé du placo. Derrière, il y a les équipes de tournage. Il n'y a pas un vrai appartement derrière. Personne perverse, c'est pareil. Il y a tout un décor qui est fait. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de réaliser que t'es pas le seul, t'es pas la seule qui souffre là-dedans. Il a créé un théâtre, mais derrière ce décor, il n'y a rien. C'était censé le représenter, c'était censé créer sa personnalité. Il était censé être admiré par tout le monde, mais cette coquille vide qui était censée le protéger finit par devenir sa propre prison, qu'il n'arrive pas à enlever. Parce que pour l'enlever, il faudrait qu'il ait une structure interne. Il faudrait qu'il soit réellement capable de s'excuser, réellement capable de montrer ses faiblesses, réellement capable de réaliser qu'il a créé tout ceci pour impressionner et réellement capable d'aller voir un psychologue et d'en parler. Et toi là-dedans, t'as souffert. Parce que t'as oublié de vérifier si c'était vrai tout ça. Il t'a dit des phrases comme «T'es trop sensible, tu inventes des problèmes. Si t'avais jamais dit ça, j'aurais pas réagi comme ça. Tout le monde me dit que j'ai raison. Alors c'est toi, le souci là-dedans. Tu me fais passer pour un monstre alors que je souffre, moi aussi.» À chaque fois que tu as regardé vers lui, à chaque fois que tu as voulu savoir son intérieur, il a redirigé ce focus vers toi. Et tu as plus passé de temps à te justifier qu'à observer la manipulation. Tu as fini par douter de toi-même à la fin, et non pas de lui. À te dire, oui, à force qu'on me le répète, c'est peut-être moi le problème. Et il y a ce cycle qui revient toujours. Premier jour, tu as une dispute violente, il est allé trop loin. Jour 2, il pleure ou pas, ça dépend desquels. Il va te dire, en simulant, je suis peut-être le problème. Tu te dis, tiens, il a compris. Et le jour 3, retour à la normale, comme si rien ne s'était passé, avec aucun changement. Et jour 4, on va recommencer et on aura exactement le même problème. On a confondu des vraies excuses, et tu sais ce que c'est. Quand on s'excuse, tu dois le faire toi aussi de temps en temps. Désolé mon pote, j'ai été bête, j'ai dit une phrase que je pensais pas. Désolé maman, désolé ma soeur, mon frère, mes amis, j'ai pas fait attention, excusez-moi, pardonnez-moi. Ça c'est vrai, ça vient de l'intérieur, tu ressens leur peine et tu t'excuses. Et parce que t'es humain, c'est normal. On n'est pas parfait, parfois on fait des erreurs et parfois on s'excuse. Ça c'est bon. Ces excuses ne sont pas vraies, ce sont des excuses d'acteurs. Tout d'abord, tu as une formule qui est vague. Oui, j'ai peut-être que j'ai exagéré, mais tout d'un coup ça se transforme vite et ça revient vers toi. C'est vague et puis d'un coup c'est toi le problème. Tu m'as provoqué. Et ensuite, surtout, il n'y a absolument aucun changement. Tu as vu ces fragilités, qu'elles aient été inventées comme un acteur, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, et tu t'es dit, il est capable de changer. C'est humain, c'est logique, parce que tu fonctionnes de cette manière-là, mais dans son cas, lui, c'est faux. On ne peut pas dire qu'une personne perverse soit méchante au sens simple du terme. C'est une personne qui est structurellement impossible, incapable de ressentir ce que toi tu ressens et qui n'arrive pas à l'intégrer, ni même à le transformer en quelque chose de vertueux, pour vivre en communauté, de manière bienveillante avec toi. Et quand je dis qu'ils sont structurellement incapables de changer, ce n'est pas pour les excuser, parce que ça ne change absolument rien à ce qu'il t'a fait subir. Et ça ne change surtout rien au fait que tu méritais mieux que ça. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a intéressé. On se retrouve prochainement. Salut à tous, bye, je vous aime.